agriculteurs, des éleveurs de bovins qui intensifient leur action à travers tout le sud-ouest en prévision de la visite de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Voyez ce sujet de Kylian Salé. Du lisier déversé, des routes bloquées par des tracteurs ou des pneus. En Occitanie, comme dans plusieurs régions françaises, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. C'est dans cette région que se rend cela dit Annie Genevard. La ministre de l'Agriculture va assister au début de la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse. C'est un défi que nous allons relever avec les éleveurs, vacciner dans les temps les plus rapides possibles 1 million de bêtes, parce que c'est le chemin pour lutter contre la maladie. La vaccination ciblée, mais également l'abattage des troupeaux contaminés, telle est la stratégie du gouvernement, une méthode dont se félicite la ministre de l'Agriculture. On a un protocole qui a très bien fonctionné. Ça marche. Et je veux rassurer les éleveurs qui nous écoutent et rassurer la population. Non, le virus n'est pas aux portes de chaque élevage. Les choses sont et resteront sous contrôle si les choses sont bien faites. Le gouvernement reste très prudent quant à une possible généralisation de la vaccination. 1 million de bêtes ont déjà été vaccinées pour un coût de 20 millions d'euros. Bon, Jacques Serret, on apprend plein de choses lorsqu'une affaire comme celle-là arrive. D'abord, on pourrait vacciner les bêtes et on ne le fait pas. Ça a été peu fait. Mais on pourrait le faire. Oui. C'est-à-dire que le problème serait résolu. Mais si on le fait, dans ces cas-là, la viande n'est pas homologuée de la même manière, visiblement. Après, il y a des questions de normes européennes au niveau de l'exportation et ça complexifie tout ça. Absolument. Donc, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui, d'une certaine manière, empêche la vaccination. Ou en tout cas, c'est une des conséquences des normes européennes qu'on ne vaccine pas. Alors que si on vaccinait, il n'y aurait aucun souci pour ces bêtes. Il y a des différences en effet. Bon, première chose. Deuxième chose, on va abattre ces bovins, mais ces bovins, j'ai envie de dire, on les abat pour rien parce qu'on ne va même pas les mettre sur le marché. Non, alors qu'on nous explique qu'il n'y a absolument aucun risque pour l'homme. Donc il y a des gens qui meurent de faim en France. Mais c'est le principe de précaution, Pascal, encore une fois, qui est défendu, qui est défendu là. Après, là. Je suis d'accord avec vous, mais moi je trouve que ça peut m'étonner. Oui, après il y a quand même une avancée majeure ce matin quand on entend la ministre de l'Agriculture expliquer que le dialogue est ouvert. Alors justement, on va l'écouter. Il y a un pas de franchi qui n'avait pas été fait ce week-end en tout cas. Oui, alors parce qu'effectivement, d'abord ce qui a choqué beaucoup les gens, c'est l'intervention des policiers, fortement, la violence, et puis effectivement le fond. C'est-à-dire que tu comprends que c'est l'Union européenne, en gros, qui, comme toujours, fait n'importe quoi. Et puis quand tu apprends également que la Cour des comptes, il y a 2 ans, avait demandé l'abattage, en tout cas de diminuer le nombre de bovins. La Cour des comptes demande de quoi se mêle pour des raisons de méthane, visiblement, pour le réchauffement de la planète. Donc la Cour des comptes proposait d'abattre des bovins. Et de la même manière, l'Union européenne, avec M. Canfin, qui est en guerre contre les bovins. Alors écoutez ce qu'a dit Madame Genevard. Le dialogue est ouvert avec la profession. Le dialogue est ouvert. Notre responsabilité collective aux organisations syndicales, professionnelles, avec les vétérinaires, avec les scientifiques, c'est de dire ensemble, déterminons comment on lutte au mieux contre claire. Est-ce que vous pourriez suspendre cette procédure ? Est-ce que c'est possible ? La discussion est ouverte sur ce point. Et je ne veux pas vous donner de réponse catégorique aujourd'hui parce que ce temps de dialogue, il est indispensable et il faut pouvoir y associer les professionnels. Bon, et ce qui est amusant, c'est que vous changez le mot Covid par dermatose modulaire contagieuse. Vous changez le mot médecin par vétérinaire, vous changez le mot Véran par Madame Genevard, et en fait, c'est quasiment la même chose. En fait, c'est les mêmes mécaniques intellectuelles. Donc c'est sidérant. Donc on a fait sur le Covid, je ne veux pas dire qu'on a fait n'importe quoi, mais en tout cas on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et là pareil. Mais peut-être à la différence du Covid, là il semble y avoir une prise de conscience assez rapide quand on entend Madame Genevard, et d'autant plus dans un contexte où cette semaine il va y avoir un gros sujet sur le Mercosur à Bruxelles, où l'Élysée et Matignon hier soir ont fait savoir qu'en l'état le compte il n'y était pas. Oui, mais pourquoi ils le font savoir hier soir ? Pourquoi hier soir ? Parce qu'il y a eu ce qui s'est passé en fin de semaine, parce qu'autrement ça passait crème, si j'ose dire. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. La fameuse expression « t'ouvres le capot ». C'est-à-dire que s'il n'y a pas jeudi, vendredi, ça passe crème. Ils se sont réveillés hier soir. Franchement, je vous assure, c'est pas sérieux. Oui, vous souriez, mais en fait, ça fait pas rire les agriculteurs. C'est bien. Parce que jamais il y aurait eu cette... Hier soir, comme ça,
L'Élysée dit tiens, on va changer le Mercosur. Bah évidemment, parce qu'autrement, ils te le font à l'envers. Oui et non, ils avaient déjà demandé un certain nombre de garanties auprès de la Commission européenne. Il avait dit que ça se ferait pas. Que les garanties ne viennent pas. Et c'est ça. Voilà, et c'est hier soir qu'il s'en est rendu compte. Non, c'est qu'ils l'ont rappelé tout simplement. Oui, et pourquoi ils l'ont rappelé hier soir? Parce qu'il s'agit de mettre la pression sur Bruxelles. Oui, c'est surtout parce que les agriculteurs sont dans la rue. Et qu'ils ont une trouille XXL. Donc dans ces cas-là, ils sont aux abonnés absents, comme toujours. Et ils reculent. Mais ils reculent pendant 8 jours. Et après, ils te le refont à l'envers. Moi, je les connais par cœur. Hein. Le Mercosur, c'est exactement non, mais c'est la façon de vous le dire. Mais ça se passe comme ça. Ils sont les petits hommes gris. Bon, on va attendre. Là, regardez, là, ils sont un peu énervés. Sur CNews, ils le disent. On va attendre 15 jours. Et puis, ils te le font durant l'été ou ils te le font quand il n'y a personne. Et ça, c'est insupportable. Non, mais le vrai sujet, c'est qu'il va y avoir une... Oui, mais ce qui n'est pas passé, c'est avant tout, je crois, dans l'évolution de l'opinion. Gérard Carreau. Dans l'évolution de l'opinion, ce qui n'a pas été accepté par l'opinion, c'est l'hélicoptère qui balance les grenades et les blindés de la gendarmerie. Et malgré l'affection des Français globalement pour leurs forces de l'ordre qu'on constate dans tous les sondages, là quand même ils se sont dit sortir les éléments blindés de la gendarmerie pour aller mater ces quelques éleveurs, c'est pas possible. Et c'est ça qu'ils sont en train de payer actuellement. Alors je voulais vous faire écouter Arnaud Montebourg, parce qu'Arnaud Montebourg, il n'est pas d'extrême droite, que je sache. Ce qu'il a dit, c'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai entendues depuis des années sur l'Union européenne. Ils ont réussi à nous dégoûter de l'Europe. Donc il faut revenir sans doute à l'Europe des 10, que dit Christian de Saint-Étienne d'ailleurs, qui est formidable. Il faut l'inviter d'ailleurs, Christian de Saint-Étienne. Il dit l'Europe des 10. Emmanuel Macron veut l'Europe des 30. L'Europe des 30. Et avec quel 30 ? Non mais c'est invraisemblable. Voilà, c'est invraisemblable de manquer à ce point de bon sens, c'est invraisemblable. Alors, il y a un projet qui est tout à fait cohérent. Écoutez, oui, vous avez raison d'ailleurs. C'est peut-être un projet fédéraliste, un projet idéologique. Qui est tout à fait cohérent. Moi, j'en veux pas de son projet idéologique. Oui, moi non plus, j'en veux pas, mais c'est pas absurde. Donc, écoutez ce que dit M. Montebourg avec beaucoup de courage. Il l'a dit au Figaro. Ça dure 2 minutes 30. Tout est dit, extraordinaire à Arnaud Montebourg. Écoutons-le. Nous sommes les vassaux industriels de la Chine et les vassaux numériques des États-Unis. Donc, qui a produit ce résultat-là? Le système européen. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je suis pour la liberté et la souveraineté. Donc, confier les clés de notre futur à ce système-là, je n'y crois pas. Je ne dis pas qu'il faut l'abolir. Je dis, je ne suis pas convaincu. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis 20 ans, je ne marche plus depuis. J'ai voté Maastricht, c'était mon dernier vote positif. Comme citoyen, j'étais pas parlementaire à l'époque, j'étais jeune citoyen, je commençais à voter, etc. Et puis après, je me suis retrouvé au Parlement. Au Parlement, j'ai pas marché dans tout ça. J'y arrivais pas. Et aujourd'hui, j'ai voté non au référendum. Et pourtant, on m'a vendu Lisbonne derrière. On me l'a fait gober. Bon, je suis comme tout le monde. Cette affaire-là n'est pas traitée. Je suis pour une Europe qui mette la pression sur l'extérieur et qui diminue la pression sur les citoyens européens de l'intérieur. C'est-à-dire limiter. Et c'était l'esprit de ce que disait Giscard d'Estaing dans le traité constitutionnel, enfin la Convention pour l'avenir de l'Europe en 2004, je crois. Il disait, la subsidiarité, c'est un mot barbare pour dire tout ce que les États peuvent faire, ils doivent le faire, et l'Europe ne s'occupe que du nécessaire et pas du superflu. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une stratégie invasive des institutions européennes qui légifèrent surtout à jet continu. Aujourd'hui, résultat, 63% ou 65% de nos lois sont d'origine européenne. Donc évidemment, où est la démocratie? Où est la discussion? Où est l'adhésion? Où est le consentement? Et donc tout ça est en train d'exploser. Évidemment, il y a les coups de boutoir de l'étranger, mais vous avez aussi l'exaspération intérieure. Et moi, j'en fais partie. Donc qu'est-ce que vous me proposez? Je suis vassalisé dans un système qui ne me donne pas le droit de choisir. Je préfère l'être, comme disait finalement Étienne de la Boétie dans ce magnifique discours sur la servitude volontaire. Il dit la servitude volontaire, c'est juste une question d'habitude. On est habitué d'avoir les États-Unis qui nous serrent le kiki et les Chinois qui nous vendent leurs produits. Bon, très bien. Et donc on va finir pauvres et enchaînés. Oui, j'ai pas de sondage, mais je pense qu'une très grande majorité de Français sont raccord à 100% avec ce que dit Arnaud Montebourg. Et c'est tout le problème de ceux qui dirigent, qui n'écoutent pas le peuple et qui après s'étonnent lorsque le peuple se détourne entre guillemets de ses élites. Vous avez tout à fait raison, Pascal. C'est lui qui a raison, c'est pas moi. Lui aussi. Mais ce que je voudrais dire à propos des agriculteurs du Mercosur, nous avons en France 3 des meilleures races bovines de viande: charolaise, salaire
et Limousine. Je viens de cette région. Je n'ai pas envie, et les agriculteurs n'ont pas envie de voir débarquer dans l'assiette des gens de l'angus, du bœuf argentin, etc. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut aussi, parce que moi je veux bien qu'il y a effectivement une responsabilité de l'Union européenne, des États, etc., aussi de nous. Parce que l'Union européenne, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, le seul critère, c'est la rentabilité. Donc, moins d'agriculteurs, des plus grosses exploitations, et on produit de façon extrêmement intensive, c'est ça, intensive. Donc, les consommateurs, ils sont aussi, les consommateurs sont vraiment partie prenante de ça. Oui, c'est ça. Pas les consommateurs qui, à mon avis, on ne leur demande même pas leur avis. Mais Michel, on s'est peut-être trompé aussi sur l'abattage. Enfin, moi, en tous les cas, je me suis trompé parce que à ce stade, peut-être que sur l'abattage, sur juste cette question, peut-être que effectivement, je ne sais pas s'il y a une alternative. Voilà. Bon, personne, on n'est pas des spécialistes. Non, mais vous changez les mots vétérinaire, médecin, parce que les vétérinaires, c'est les mêmes en fait. Il faut écouter les vétérinaires, il faut écouter les médecins, mais il ne faut jamais écouter les gens ou les agriculteurs. Sauf que là, c'est l'inverse. On n'a pas vacciné. Oui. Oui, non, mais on n'a pas vacciné. Encore autre chose, on n'a pas vacciné. C'est l'Union européenne qui, visiblement, lorsqu'on vaccine, la viande n'est plus normée. Bon, Michel Moulin, chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise depuis combien de temps? Je suis chef d'entreprise depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Bon, voilà. Vous avez plusieurs entreprises. Oui, j'ai créé Paris Vendu, j'ai créé le Disport, j'ai créé le Studio LED et j'aide pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui. Bon, vous avez combien de salariés avec vous salariés, j'en ai plus beaucoup aujourd'hui. J'en ai une cinquantaine, mais j'en avais 3200 quand j'étais à Paris Vendu. Voilà. Bon, une cinquantaine, ça reste quand même une belle PME. Bon, alors effectivement, ce que vous dites est très intéressant. C'est plus de la com au fond, parce qu'en 8 jours, ils n'apprendraient pas forcément ce qui se passe une entreprise. Mais là où vous avez raison, c'est que ceux qui dirigent ne connaissent absolument pas le monde de l'entreprise et font tout pour mettre des bâtons dans les roues, bien souvent, avec des normes, des lois, des règlements qui rendent la vie du chef d'entreprise que vous êtes insupportable. Surtout, ils stigmatisent les entrepreneurs. Ce qui est grave aujourd'hui, vous voyez, c'est quand la présidente de l'Assemblée parle de leur héritage leur tombe du ciel. Leur héritage, moi j'ai démarré de zéro, j'étais un petit vendeur de presse gratuite, donc ça ne m'est pas tombé du ciel. Et à 95% des entrepreneurs, ça ne leur tombe pas du ciel, c'est parce qu'ils travaillent 7 jours sur 7, qu'ils ne voient pas grandir leurs enfants et qu'ils se battent tous les jours. Quand une présidente de l'Assemblée parle comme ça, elle est hors sol. Alors je sais pourquoi elle fait ça, parce que je crois qu'elle veut être présidente demain de la République, dont elle se met en avant, dont elle fait du buzz, comme ils disent. Mais ça nous touche. Derrière, ils vont voter encore des taxes sur les entrepreneurs. Et à un moment, ça devient infernal. Et personne ne bouge. Alors je fais ça, mais pendant 8 jours, ils apprendraient, certains. Parce qu'il faut savoir que la moitié, à mon avis, ils n'ont jamais travaillé. Quand vous parliez... Ils n'ont jamais travaillé dans le privé. Oui, dans le privé. Quand vous voyez M. Hollande aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui, c'est sa faute. Parce que les meilleurs, c'était nos maires, qui étaient députés maires, qui étaient sénateurs maires. D'un seul coup, monsieur a dit, il n'y a plus de cumul de mandats, pour faire plaisir à certaines personnes. Mais aujourd'hui, la panique qu'il y a, et lui, il est dedans en plus, il rigole, c'est sa faute. Quand il fait les grandes régions, par exemple, pour les entrepreneurs, c'est catastrophique aussi. Il fait les grandes régions. Qu'est-ce qu'avoir un gars de Charleville-Mézières avec un gars de Strasbourg? Mais il continue à faire des décisions comme ça qui touchent les entrepreneurs. Et aujourd'hui, il est stigmatisé parce que qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, mais tant mieux. Plus il y en a qui gagnent d'argent, il ne faut pas être de jaloux de gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Ça ne va pas empêcher d'avoir beaucoup, beaucoup de pauvres. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de riches que ça change les choses. Il ne faut pas être jaloux de ça. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, à 80% ou 90%, qui ne sont pas riches. Ils sont peut-être riches quand ils vendent, et encore, il faut qu'ils vendent bien. Mais tous les jours, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'ils apprendraient, par exemple? Quel est aujourd'hui le drame français? Quelles sont les 2 ou 3 mesures que vous pensez essentielles pour favoriser les chefs d'entreprise aujourd'hui? Mais ce que vous faites vous aujourd'hui, Pascal, c'est à les écouter, à écouter leurs collaborateurs. Faut pas croire que... Alors on réussit grâce aux collaborateurs. Faut aimer ses collaborateurs, comme je dis toujours, parce que il faut aimer. Mais s'ils viennent pendant 8 jours, ils vont voir que c'est pas si simple de faire les fins de mois. Ils parleraient aux collaborateurs aussi. Quand ils disent que les collaborateurs sont contre les entrepreneurs, pas du tout. À 95%, ils aiment leur patron aussi. Dans les mesures concrètes, parce qu'on dit toujours il y a trop de taxes, trop d'impôts, trop de charges, etc. Mais en fait, pour un État, c'est toujours la même chose. Pour un État, t'as que 2, à grands traits, tu n'as que 2 possibilités de diriger un État. Soit tu prends beaucoup et tu redistribues beaucoup, soit tu prends peu et tu redistribues peu. Voilà.
Alors, il y a une leçon d'économie pour les nuls que je vous fais là. Mais c'est vrai. Pascal, c'est exactement ça. Bon, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Parce que les gens, attention... Moins taxer les entreprises. C'est-à-dire trouver des solutions pour moins taxer les entreprises. Pourquoi? Parce que quand vous taxez, comme là, il y a une nouvelle taxe de 2,05% sur les mutuelles. Ça passe, personne n'en parle de ça, mais c'est 50% les patrons qui payent. Donc le patron qui est taxé comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être pas augmenter un salarié, il va peut-être pas donner de prime, et surtout il va pas investir. Aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui, vous savez, c'est cette décision de budget. Aujourd'hui, ils sclérosent le pays. Les gens n'ont peur d'investir. Mais du temps que nous on parle, des 3 mois de plus de retraite ou pas de retraite, les Chinois aujourd'hui, les pays comme ça, continuent à avancer. Mais très très vite. Oui, mais les Chinois, ils bossent. Moi, j'ai vu un reportage formidable dans le Figaro. Regardez Brandt. Aujourd'hui, l'histoire de Brandt. Tout le monde dit c'est le prix. C'est pas que le prix. C'est que nos politiques aujourd'hui ont décidé à un moment donné que les promoteurs immobiliers gagnaient trop d'argent. Mais ils ne se sont pas aperçus qu'en freinant toutes les lois pour développer le logement, vous allez voir combien de déménageurs vont déposer le bilan, combien de notaires vont être dans la difficulté, combien de gens qui peuvent plus se loger. Et Brandt aujourd'hui, le gars qui a acheté une machine à laver, il n'achète plus, puisqu'il n'y a plus de logement neuf. Et aujourd'hui, on parle de Brandt. Et au lieu de parler, vous voyez, que les entrepreneurs gagnent... Il ne faut pas oublier que les voitures... Là, on parle de Brandt. Renault, Peugeot, dans 10 ans, il n'y en a plus. Au lieu d'anticiper, ce que j'aimerais voir, pourquoi je dis ça aux politiques? Venez voir, parce qu'un entrepreneur, il anticipe. Ces gens n'anticipent pas, ils veulent que les gens votent pour eux. Mais là, il faut sauver le pays aujourd'hui. Il faut qu'à un moment donné, peut-être utopique, mais que les meilleurs se mettent autour de la table, gauche, droite, je m'en fous, mais qui sauvent le pays. Et aujourd'hui, ce que je ferai quand vous dites, c'est ça l'important, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de discuter pour leurs électeurs, entre parenthèses, pour leur faire plaisir, de dire comme comment ça s'appelle, la présidente de l'Assemblée. Mais normalement, c'est une faute grave. Elle ne doit plus être présidente de l'Assemblée. Elle s'est excusée après. Mais si demain, elle dit, on m'a tiré une bombe atomique sur le truc, elle s'excuse 2 jours après, ce sera trop tard. Vous voyez ce que je veux dire. Michel, dans la boucle, vous oubliez quand même les Français. Parce que les Français, ils ne veulent rien entendre. C'est-à-dire que vous leur dites qu'il faut bosser plus, ils ne veulent pas l'entendre. Vous leur dites vous serez parfois moins indemnisé en termes de chômage, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas entendre non plus ça. Ils se sont habitués depuis 40 ans. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Tu prends beaucoup et tu redistribues beaucoup. On redistribue sans doute trop. C'est même pas d'ailleurs l'État, le train de vie de l'État, il est même pas en cause là-dedans, même si c'est aussi un sujet. Mais on redistribue évidemment trop. Mais il faut que les Français acceptent ça. Bon, en tout cas, c'est bien que les chefs d'entreprise parlent. Je trouve que vous parlez assez peu, généralement. Que la parole des chefs d'entreprise, c'est pas leur job. Les chefs d'entreprise, ils bossent, ils travaillent, ils sont pas sur les plateaux. Sur les plateaux, tu as des éditorialistes, des penseurs, des artistes, pourquoi pas, des journalistes, bien sûr, mais les chefs d'entreprise, ils bossent, ils sont dans leur entreprise, bien sûr. Ils bossent et après, ils sont représentés pour certains par le MEDEF. Je trouve que le MEDEF est pas assez... Ils représentent les grandes entreprises, mais pas le forcément problème, les PM. Ils sont dans le copinage aussi. Oui. Et là, il ne faut pas être dans le copinage, il faut être pragmatique. Non, mais je suis et anticiper. Il faut anticiper les problèmes. Quand il va se passer dans l'automobile aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il devrait vraiment se mettre autour de la table et qu'est-ce qu'on fait? De ne pas attendre de se mettre avec des panneaux de la CGT quand ça va fermer en disant les patrons... Je suis d'accord avec vous, mais si Bruxelles n'avait pas expliqué qu'il fallait plus de voitures thermiques en 2035, on n'en serait pas là. Oui, mais on peut anticiper ça. Oui, je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai lu un reportage formidable dans le Figaro samedi sur un canton, vous l'avez peut-être vu, les gens sont payés 600 € par mois, ils bossent 14 heures par jour et 6 jours et demi sur 7. Donc effectivement, ils sont plus compétitifs que nous. Mais à quel prix? Bon, Michel... Il y a des foires au mariage pour trouver des... Juste pour conclure, ça me embêtait. Surtout qu'ils arrêtent de stigmatiser. Parce que c'est quand on dit les patrons... mais vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent, cher ami. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez de l'argent, il faut payer. Mais vous gagnez de l'argent, vous en avez trop, vous en avez déjà bien assez. Hop, au-dessus de 40 000. Mais ça, c'est de la jalousie. Mais non, mais c'est vrai que c'est aussi notre rapport à l'argent. Notre rapport à l'argent, vous le savez bien, en France, qui est compliqué. On va aller voir un homme riche de cœur, bien évidemment. C'est notre ami Thomas Hill.